Et je suis resté 2-3 semaines avec la voix cassée. Et là, c'est une catastrophe parce que là, d'un seul coup, tu dois annuler tout ton taf. Je suis très fier pour cette deuxième de recevoir Donald Renew. Ben, merci pour l'invitation. Non, en fait, je sens le franchement, piège. Ouais, parce que là, c'est de la flotte. Je sais qu'il y a une tétaille qui arrive et tu dis tellement de conneries quand t'as teasé, quand t'es devant un micro. À chaque fois que j'ai bu une bière avant une interview, à chaque fois je dis une connerie. Non, bon, là, on est en direct, on ne pourra rien rattraper. Tous les gens qu'on reçoit ici, c'est des gens qui ont un parcours, un vécu, une histoire. L'idée, c'est de le partager avec ceux qui nous regardent. Merci d'être là d'ailleurs, les amis, parce qu'on fait ça ensemble. Tout à fait. Sinon, on est ravis de boire un coup ensemble, mais on est ravis de le partager avec vous. Toi, à l'école, c'était pas ton truc de ouf. T'es né en 82 dans la région parisienne. Ouais. Et ça a commencé. Alors, moi, j'ai retrouvé, grâce à Copain d'avant. Ah oui. J'embrasse Copain d'avant. Les débuts à l'école Turpo. Turpo. Alexandre Turpo. À Bois d'Arcy. Ouais. Et puis il y avait le collège Mozart jusqu'en 96. Donc ça veut dire qu'après 14 ans, plus de collège. C'est-à-dire que là, ma fille, l'année prochaine, elle rentre en 4ème, oui, déjà. Et elle aurait fait plus que toi. que moi. Voilà. Donc merci Copain d'avant pour les infos, quoi. Tu vois, on est vraiment monté à la base du truc. T'es de région parisienne en fait. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai toujours habité dans le 78 et maintenant j'ai bougé, mais j'ai jamais habité à Paris même. Parce que j'y suis toute la journée et que je suis content le soir de sortir du périph'. Alors, d'autres justement ne veulent pas sortir du périph'. Moi au contraire, c'est ce que je préfère. Mais j'étais bon à l'école. C'est juste que j'étais pas assez présent et ça convenait pas à l'école publique normale parce que le doublage n'était pas connu comme maintenant. Maintenant tu dis je vais faire du doublage, tout le monde fait ah ouais c'est une super idée. Alors qu'avant tout le monde dit mais c'est pas un métier. Donc il faut le remettre en contexte et du coup moi je me rappelle mon professeur principal me disait non mais c'est mort, tu gagneras jamais ta vie. Salut. Oui, mais bon, on peut comprendre. Non mais voilà, mais tu vois l'idée. Mais que quand t'as un gamin de 10 ans, c'est compliqué de dire... Parce que toi, t'as su très très vite ce que tu voulais faire. À 10 ans, t'as commencé le doublage, je crois. Ouais, mais c'était du viteuf, hein, c'était des expériences par-ci par-là. Ça a commencé par du viteuf, ça a fini par du titeuf. Allez, bam, punchline. Voilà, c'est beau. Oh là là. C'est propre quand même. Toy Story, pour toi, c'est un élément déclencheur. Il y a eu l'avant-première au Moulin Rouge. Ouais. Ce qui était le jour où j'ai décidé d'arrêter l'école. Ok. Ouais. Que je savais que j'allais faire les cours par correspondance pour au moins avoir le brevet. Et après, je me suis arrêté là. Mais voilà. Toi, tu viens d'une famille plutôt artiste. Ta mère, elle bossait avec Claude Lombard. Oui, je suis sûr qu'elle nous regarde. Elle était choriste. Bisous. Bah, elle est sur le chat. Non, il parle jamais, mais il voit tout. Et donc, elle était choriste avec Claude Lombard pour Joe Dassin, pour Sardou, pour plein de monde. Est-ce que tu as vu passer du monde à la maison ? C'était une maison chez les Renew, c'était une maison où il y avait justement du monde qui venait, il y avait quelque chose qui se passait, il y avait... Bah non, justement, on a toujours été en vase clos, et chose que je répète moi maintenant, vase clos, on n'est pas trop à recevoir du monde, on est hyper recentré famille ensemble. Et donc non, en fait, ma mère était choriste. Ouais, mais elle voyait du monde. Ouais, mais Joe Dassin, c'était pas rien. C'était avant que... Quand j'ai commencé à grandir et à être enfant... je veux dire plus que 5-6 ans, tu vois. Les tournées ont commencé à s'arrêter. Elle était plus dans les émissions de télé. Donc elle faisait des trucs Champs-Élysées avec Drucker, les Dimanches Martin qui étaient à l'époque hyper populaires sur France 2. Donc tous les vendredis samedis, elle était là-bas. Donc tous les vendredis samedis, j'étais sur le... Mais donc t'as grandi dans les studios ? Dans les plateaux télé, ouais. Et je kiffais ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est pour ça que j'aime beaucoup les émissions. C'est que c'est un truc qui a baigné mon enfance. Et j'adore ça. Donc, et c'est vrai qu'après, elle a beaucoup bossé avec Claude Lombard sur les chansons pour les disques pour enfants et tout ça. Parce que je sais pas si je sais pas si t'as pris l'ampleur de la chose quand t'étais gamin, mais en fait, grandir dans l'univers dans lequel t'as grandi, c'est Disneyland tous les jours en fait, quoi. Un peu, ouais. Non, franchement, moi je me suis régalé. Et je voyais des trucs de ouf, je me rappelle. Tu voyais des stars tout le temps ? Je me rappelle on allait c'était le studio qui était au Palais des Congrès. Ouais. Et il y avait Sylvie Vartin qui enregistrait, et ma mère qui faisait ses chœurs. Et puis là, il y avait David Hallyday et je lui faisais des dessins. Mais non, je te jure. J'avais 6 ans, un truc comme ça, et c'était rigolo parce que pour moi, c'était juste un mec qui avait 15 ou 20 ans, je sais pas. Ouais. C'était rigolo, donc... Et après, on s'est revu une fois sur un lancement de jeux vidéo pour Call of. Hein, et tu lui en as parlé ? Et j'étais dans son équipe, je fais, la dernière fois que je t'ai vu, je te faisais des dessins. Il fait, mais non. Mais non, c'est vrai. Et sur les souvenirs ou pas ? Non, mais c'est normal. Mais moi, je m'en rappelais parce que c'était rigolo. Je peux comprendre que quand on grandit comme ça, ouais. On se sent aspiré par les lumières un peu. Il y a un truc un peu sympa. Les gens, ils ont l'impression de faire un métier où ils n'ont pas l'impression de travailler. C'est venu à moi tout seul. Hein. Franchement, j'avais vraiment pas d'aspiration pour l'artistique. Je kiffais voir ça avec ma mère.
Mais je me disais pas, je vais être chanteur, je vais être comédien. C'est venu parce que j'ai eu l'opportunité, parce que, on parlait de Claude Lombard, elle m'a beaucoup aidé, je lui dois beaucoup. C'est ta maman du métier. Ouais, pas loin, ouais. Et du coup, clairement, ça s'est fait, et mon numéro a circulé petit à petit, on m'a appris sur différents projets, mais au début, vraiment, jamais je me suis dit, je vais faire ce métier-là. C'est parce que ça s'est développé qu'à la fin, je fais, putain, mais je bosse régulièrement, en fait. Mais je m'en suis pas rendu compte. Mais parce que tu as toujours eu cette sensation de pas travailler, en fait. En fait, pour toi, tu fais pas un boulot. Quand t'en parles, j'ai regardé un peu ce que tu fais, les interviews. Alors évidemment que ça prend du temps, que c'est fatigant, que c'est épuisant. Mais quand t'en parles, t'as tellement la banane on se dit vraiment, en fait, il a trouvé le filon de se dire, je vais me lever et tous les jours, je vais faire un truc que j'aime et du coup, j'aurais pas l'impression de bosser. Oui, bon après, c'est sûr que quand tu fais un téléfilm de l'après-midi, c'est moins drôle que quand tu fais le dernier Spielberg. Mais faut être honnête. Mais oui, c'est quand même pas relou. Mais ce métier n'a pas que des qualités. Évidemment, le fait d'être c'est pas à la merci, mais il faut attendre que le téléphone sonne, ça c'est très très chiant. C'est aussi pour ça que j'ai monté ma boîte, j'en avais marre de me dire, si tu passes 2 mois à rien faire, tu ne peux rien faire que attendre que le téléphone sonne. Et donc je voulais être aussi maître de mon propre destin et de créer mes propres projets tout en continuant le doublage. T'as une curiosité monstre en toi qui fait que t'as fait 200 000 trucs. L'interview, elle peut durer 8 heures, les gars. Ouais, c'est pas faux. Parce que il a tout fait. Il a commencé très jeune, dans les fins des années 90, je crois, à peine 18 ans. Tu montes avec un pote, un groupe de stunts. Alors l'idée, c'est de faire des cascades de moto. Ça a failli te coûter la vie. T'as failli finir tétraplégique. C'est incroyable cette histoire. Non mais la vie de Donald Regnault, elle est folle. Alors évidemment, le spoil majeur, c'est que c'est l'une des plus grandes voix françaises et que c'est l'un des plus grands doubleurs de France aujourd'hui. Il fait partie en tout cas des grands noms dans le top 10, c'est sûr. Mais c'est fou parce que t'as fait 2 millions de trucs. En fait, on a parlé de ma mère tout à l'heure. Salut Moustache, je le vois sur le chat, un des plus fidèles parmi les fidèles. En fait, mon père, lui, était éclairagiste. Donc lui, il était... mais j'ai un truc de ouf. Moi, à la maison, j'ai un bonnet de Bob Marley que Bob Marley a donné à mon père. Mais non. Quand il jouait au foot avec lui, quand il faisait les tournées. Je te jure. Et du coup... il était éclairagiste, donc il a fait le Big Bazar, il a fait les tournées de Super 30, de Rory Gallagher, vraiment d'artistes de ouf, et il a arrêté quand je suis né. Bon, je pense qu'il aurait dû continuer parce que c'était un truc de ouf, mais il a fait pour. Et lui, il faisait moi des lumières sur la scène pour les tournées des groupes. Ouais. Donc il les accompagnait dans les tourbus et il faisait la vie de. Ouais. Ok. Vraiment, les tournées, c'est comme ça qu'ils se sont rencontrés, mes parents. C'est une famille d'artistes, les gars. Voilà. On a senti les Regnault, c'est une famille d'artistes. C'est ça. Hein. Donc du coup, mon père était là-dedans dans les éclairages. Il marchait de ouf. Là, les mecs avec qui il bossait à l'époque, qui débutaient eux aussi. Aujourd'hui, c'est les mecs qui faisaient les tournées de Johnny, mais tous les stades. Enfin, vraiment, c'était ce genre de gars qui se sont développés. Donc lui, il a arrêté pour se lancer parce qu'il était passionné de voiture dans les préparations, des trucs comme ça. Mais il était toujours fan de moto. Ce qui fait que à 11 ans, nous, on allait à Truffaut chercher un truc, mais on y allait en ZZR à 2,80 sur la N12. Parce que c'est comme ça que ça se passe, la nationale. Donc du coup, il m'a transmis le virus. C'est la street, ça. C'est ça. Et d'un petit peu de rouler un peu fort, un peu vite, un peu n'importe comment. Mais voilà, il m'a donné le virus. Et puis je me suis mis au scooter, aux 50 à boîte, comme on dit. Et puis voilà. Tu t'es dit que t'allais faire cascadeur à un moment donné ? Non, en fait, c'est mon pote Alexis Thomassian avec qui on a fait Roue de Ouf, qui est la voix française de Justin Timberlake. Et Frag de Futurama aussi. Exactement. Voilà, il a fait plein. Et lui, il commenait déjà à faire un peu des. Vous êtes rencontrés sur en studio. Exactement, sur un tournage. Je l'ai vu arriver, je me rappelle, il avait 14 ans en studio, il était avec ses rollers. Je me suis dit, mais c'est qui lui là ? Et puis finalement, c'est devenu un de mes meilleurs potes. Mais ouais, c'était une autre époque. Et lui avait commencé déjà à déconner, à faire des roues arrière, un truc comme ça. Et je me rappelle, je dis, mais arrête Alexis, tu vas te faire mal, il faut pas faire ça, franchement c'est pas bien, t'es complètement fou. 6 mois après, je commençais à faire des roues arrière, je m'achetais un YZ homologué. Et là, c'était terminé, on m'a perdu. Et ça roulait en Y. Ah ouais. Je te jure. Et donc les cascades, t'as fait une mauvaise chute et t'as failli finir tétraplégique. Ouais. Et il va bien, regardez, il secoue les bras tout seul, hein. Ouais, c'est ça. C'est pas des films animés. C'est compliqué. C'est pas un pantin. Ouais, mais ouais, non, mais ça s'est très développé, Roue de Ouf. En fait, YouTube n'existait pas, mais ça cartonnait tellement. Oui, parce fort. que t'avais un site internet qui s'appelait Roue de Ouf. Ouais, et c'était le début d'Internet. Mon premier provider, c'était Marc Simoncini, qui après avait monté iFrance, et c'était mon provider. Marc Simoncini, c'est lui qui a fondé Mythique. Ouais. Voilà. Et à l'époque, il avait fait iFrance qui marchotait.
Et d'ailleurs, j'ai perdu mon nom de domaine roudouf.com à cause de Simoncini parce que j'ai payé pour le renouvellement et ils ont oublié de le faire. C'est des ricains qui l'ont récupéré, qui m'ont demandé $5000 pour le récupérer. Mais non! Ah, je te jure. Et donc du coup le site fonctionnait de ouf et on s'est vraiment développé parce qu'il n'y avait pas YouTube, mais c'était une époque où les débuts de 2000, les vidéos elles se voyaient entre 100 à 500 000 fois. Faut remettre ça dans le contexte. Ouais, c'est énorme à l'époque. C'est énorme. C'est énorme. Mais déjà aujourd'hui c'est énorme. C'est Alors énorme, à l'époque, voilà. Et, à l'époque c'était genre 5 millions quoi. Et du coup, oui, c'est ça, c'est à peu près ça aujourd'hui. Et du coup, pour que ça tienne les vidéos, avec la communauté, on avait un forum, il y avait 2000 membres, 2000 à l'époque, c'est énorme. Et en fait, ils m'offraient leur page perso, donc il y avait perso.moustachefr.wanadoo.fr/ et puis là, tu tombais sur le lien direct de la nouvelle vidéo du mois. Et là, tout le monde se téléchargeait. Donc le mec Wanadoo, il dit: oh putain, GG, il y a une page perso, on se prend une douille là. et donc du coup, les mecs ils téléchargeaient ça, ils coupaient le flux parce qu'ils voyaient bien qu'on leur amenait un flux de bâtards sur une page perso. On était les seuls à faire ça. Et tous les mois, on changeait de page perso pour pouvoir héberger des nouvelles vidéos. Et on a tourné comme ça. Ah ouais, c'était un truc. C'était les tout débuts d'Internet, c'était les années 90. Fin 90, début 2000. Et ouais, oui, parce que t'as eu 20 ans, t'as eu 18 ans en 2000. Ouais, donc rigolo. Enfin ouais, Roudouf c'était une autre vie. Bah, c'était ouf. Mais c'était incroyable. J'avais 70 gigas de vidéos dérushées, classées et tout ça pour faire la grosse vidéo que j'ai toujours voulu faire. Tous les mois, je me dis, faut que je le refasse ce truc-là parce que j'ai perdu ces rushs-là. En fait, le disque dur a pété et quand je l'ai envoyé en clinique du PC, ils se sont plantés et ils ont tout effacé. J'étais content. Donc j'ai tout en DV, mais il faut que je renumérise tout et que je remonte des rushs et j'ai tellement pas le temps. Mais un jour je le ferai. C'était un mardi son accident d'ailleurs. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je fais des interviews, quand on me dit mais quand est-ce que j'ai fait ça, je dis toujours c'était un mardi. Donc les vrais le savent que je fais. C'est vraiment un mardi ou c'est un truc que tu dis en l'air? Non, c'est pour rigoler. Ok. C'est le running gag. Et non, c'était un dimanche. Je me suis pété le cou sur un accident. C'était à Sens. Je me suis retourné en arrière, je tombais sur la tête et C5. Donc plus de son, plus d'image, plus les jambes, plus les bras, plus rien. Je suis parti en hélicoptère à la Pitié-Salpêtrière par le même chirurgien qui a opéré Schumacher dans ses deux jambes quand il s'était cassé. Et ça en est mieux sorti pour toi? Oui. Mais du coup, j'ai passé beaucoup de temps à la Pitié et depuis j'ai arrêté ma carrière en moto, j'ai arrêté Roudouf parce que j'étais le webmaster, réalisateur et le boss de ça, donc j'ai tout arrêté. Mais et voilà. T'as pas vraiment, enfin t'as arrêté cette partie-là, mais t'as gardé une partie motosport parce que t'es fan. Maintenant tu fais de la course automobile. Un peu. Et donc tu cours avec des voitures assez sympas de temps en temps. Quand je peux gratter un volant. Voilà. C'est juste ça. Parce que le simulateur c'est sympa, mais la vraie vie c'est quand même mieux. Ah bah ouais, c'est évident. T'as toujours ce besoin d'adrénaline, même à 40 ans, il y a toujours ce truc où tu vas rechercher une sensation forte. Je peux pas faire autrement. De toute façon, moi je sais jouer à la comédie, jouer aux jeux vidéo et piloter. Ouais, les jeux vidéo, c'est arrivé très vite. Hein. Ouais. J'ai noté une date, j'ai noté 89, donc t'avais 7 ans. Game Boy, Day One. Je suis né en 89, donc c'est-à-dire que... T'avais un biberon, j'avais une Game Boy, excuse-moi. Chute du mur de Berlin, naissance de Mathieu Gérard et Game Boy de Donald Regnault. Je crois qu'il y a 3 dates importantes, enfin 3 éléments importants sur cette date-là. Ouais. Ça a beaucoup changé la consommation des séries aujourd'hui par rapport à les années Galep. Nous, on a grandi, moi j'ai 32 ans, je suis de 89 et... te la raconte pas, s'il te plaît. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on a grandi avec des formats qui nous étaient imposés. C'est-à-dire que quand on regardait le film du dimanche sur TF1, on n'avait pas le choix de regarder autre chose. Quand on allait au cinéma, on n'avait pas le choix de regarder autre chose. Et en plus, je viens de province. Je viens d'un petit village à côté de Cannes. Et chez nous, c'est que de la VF. Donc moi, j'ai grandi avec de la VF, comme beaucoup, pour les Disney évidemment, mais pour les films aussi. Donc Retour vers le futur, pareil, moi je suis incapable de le voir en VO parce que c'est forcément de la VF, toutes les répliques, etc. Tous les grands films des américains des années 90, j'ai grandi avec que de la VF. Donc Richard Darbois et toutes les voix qu'on a citées. Mais aujourd'hui, la consommation a beaucoup changé. Avec les plateformes, on consomme beaucoup plus en VO. Est-ce que c'est quelque chose qui est dommageable pour votre métier? Non, c'est un choix. De toute façon, ils sont obligés de proposer une VF dans leur catalogue une fois que c'est en France. Donc oui, mais ils peuvent la faire de version cheap, non? Oui, mais bon, après, ils se font défoncer. Ouais. Bah, je veux dire, t'écoutes des versions... Il y a des sociétés... notamment à Barcelone qui font des VF avec des accents espagnols? Non, genre les mecs sont professeurs de français et donc du coup vu qu'ils parlent français, allez c'est bon, hop. Ouais, mais c'est ça, ils parlent français avec un petit accent espagnol ou un truc comme ça, non? Non, c'est même pas ça, ils sont même pas comédiens. Ok. Mais oui, ils parlent français en fait. C'est juste pour pouvoir passer sur Canal et avoir l'agrément et pouvoir être diffusable. Donc c'est minimum syndical. Mais demain Netflix ou Amazon ils te préparent des VF en ton quart, ça passera 5 minutes. Et beaucoup consomment en VF, j'en ai déjà parlé en stream, mais
les stats d'OCS pour la diffusion de Game of Thrones sur les promos-diffusions, c'est 97%. En VF ? Ah ouais. Ok, donc la VO finalement c'est pas tant dommageable. Très parisien, et puis ceux qu'on entend sur les réseaux, sur le digital, les pro VO, c'est 3%. Mais toi tu regardes en VO ou en VF ? Les deux. Est-ce que tu regardes en VF pour regarder les copains ou est-ce que tu regardes en VF pour voir le travail des autres ? Je regarde en VF parce que quand je trouve qu'une VF est bien faite, j'oublie que c'est quelqu'un que je connais. En ce moment, je regarde Better Call Saul. Évidemment, je reconnais Cyril Arto sur Saul Goodman, enfin sur McGill, mais c'est bien doublé et je l'oublie. Et puis à chaque fois, quand je vois une putain de scène, je fais putain, il l'a bien géré l'enfoiré. Et puis après, t'as Féodor Atkin sur Herman Trout et tu fais putain, il est tellement bon. Et puis ça me fait rigoler parce que je rentre dans le film à les écouter. Après, je ressors parce que je vois un petit truc qu'il a chopé ou un truc qu'il a pas fait et ça m'amuse. Donc ça m'amuse de le voir en VF, c'est pas une contrainte. Et quand c'est bien fait, ça me dérange absolument pas. Est-ce qu'il y a une grosse concurrence entre vous ? Parce que tu vois, la semaine dernière, on a reçu Morgan VS, Morgan Niquet, qui youtubeur notoire, mais qui a commencé en tant que comédien. Il a commencé au Cours Florent et il disait c'était horrible parce que chacun voulait la peau de l'autre et c'était un truc où on se bouffait, les castings, il fallait bouffer les autres, etc. Et vous, j'ai l'impression que chez les doubleurs, il y a une ambiance qui est complètement différente, qui est beaucoup plus cool, qui est beaucoup plus posée, où forcément qu'il y a toujours un peu de concurrence, ça c'est normal, mais j'ai l'impression que c'est quand même moins agressif que entre les comédiens. Est-ce que c'est vrai ou pas ? Ouais, alors c'est moins agressif parce qu'il y a du boulot pour tout le monde. Par contre, c'est sûr que on a un peu des codes entre nous de pas aller doubler un mec que tu sais que par exemple Jesse Eisenberg, si Alexis va le doubler, il sait très bien qu'on va s'embrouiller. Mais et ça arrivera pas parce qu'il le sait, il fait attention. Mais par contre, vous avez vos acteurs américains à vous, quoi. C'est pas à nous, mais disons que si jamais on n'est pas appelé d'office pour faire le rôle et qu'on voit qu'on n'a rien à faire dessus, on s'appelle, on se dit pourquoi tu le fais pas, qu'est-ce qui se passe ? Oui, bah oui, parce que j'ai essayé de demander plus que le tarif à la ligne, j'ai essayé de demander un gré à gré, comme on demande, c'est pas passé, donc vas-y, parce que de toute façon je le ferai pas. Ça arrive. Donc il y a une politesse, il y a une courtoisie. Ouais, en général, ce qui est pas tout le temps le cas. Il y a des fois où il y a des coups un peu dans le dos, mais c'est pas courant et généralement c'est en bonne intelligence et puis voilà, les acteurs appartiennent à personne, mais on essaie juste d'être un minimum attentif pour se respecter. Et souvent, entre comédiens, ça va. C'est plutôt les distributeurs ou les DA qui disent ah non, lui, ah non, je l'aime pas, donc du coup je le prends pas. Et ils changent une voix qui est hyper attitrée. Mais ce qui est dommage parce que je pense que le spectateur, et là pour le coup je parle en tant que citoyen français, le spectateur est content de retrouver la même voix tout le temps parce que je trouve que c'est très déstabilisant. Moi il y a des films par exemple avec des personnages, Richard Gere il a pas toujours eu la même voix, c'est beaucoup Richard, mais ça a pas toujours été lui, notamment sur les vieux films des années 90, et c'est très déstabilisant je trouve de retrouver une VF avec pas le même doubleur. Ah ouais, mais c'est là je sais pas comment ils vont faire pour Bruce Willis. Bah là c'est comme Eddie Murphy, il y a personne qui peut passer derrière Madondo. Parce que la voix française de Bruce Willis s'appelle Patrick Poivet et il nous a quittés trop tôt évidemment. Ouais. Et donc c'est des questions. Je me suis dit, je sais pas. En fait pour moi c'est immortel ces voix là, tu vois. Et non mais c'est passer derrière c'est impossible. C'est impossible, c'est impossible. Et je réponds au chat pour Rome, non, c'est Spider-Man qui arrive sur Fortnite, non, je ne le fais pas. Oui, parce que t'es très attaché à Spider-Man. Ah ouais, je l'adore. J'ai vu ton trio de tête, c'est Titeuf, Spider-Man et Harold dans Dragon. Ouais. Mais si tu dois en garder un, c'est Spider-Man. C'est Andrew Garfield. Ouais, non, si je dois en garder un acteur, c'est Andrew Garfield. Ouais. Maintenant, si je dois en garder qu'un, je pense que entre Titeuf et Spider-Man, je suis obligé de garder Titeuf. Tiens, Manu, tu nous reçois les yeux, quoi. Oui, d'ailleurs, tu fais les deux voix. Tu fais Hugo aussi. Les gens le savent moins, mais tu fais aussi Hugo. Ouais, et je devais faire aussi Manu. Ouais. Mais à un moment donné, on s'est dit non, ça va faire beaucoup. On va me reconnaître à la fin. Et je l'ai pas fait. Mais ouais, Titeuf, Hugo. Puis voilà. Ce qui est drôle, c'est que t'as fait un autre blond avant, qui s'appelait Cédric. Et en fait, ça a pas marché. Non, oui, c'est ça. T'as fait les essais pour Cédric. Et ça a pas pris. Ouais, et ça a pas pris, mais. T'avais fait quoi comme voix pour Cédric ? Oh, une voix normale. Ma voix normale. En fait, quand j'étais. C'était du 2099, j'avais la voix très légère. Donc jusqu'à mes 17 ans, j'arrivais, quand on les connaît nos cordes vocales, j'arrivais à faire des mômes de 5-10 ans, ça passait encore, ça s'entendait pas. Tellement j'arrivais à alléger la voix. Ouais, j'arrivais à alléger ma voix de ouf et j'ai mué très très tard.
Donc du coup, Cédric, j'ai dû juste faire ma voix normale, mais allégée comme je pouvais le faire. Mais aujourd'hui, je serais incapable de la refaire. Comme aujourd'hui, on me dit, t'as bossé dans Malcolm, tu fais Reese. Bah ouais, mais je peux pas te faire Reese parce que c'était il y a 20 ans et que ma voix, elle a bougé depuis, quoi. Ce qui est fou, c'est la manière avec laquelle tu parles de ta voix. C'est un outil de travail. C'est-à-dire que tu dis, je peux l'alléger, je peux enlever des graves, je peux rajouter des aigus, je peux partir en... Tu peux tout faire absolument, enfin dans ton spectre de... À l'époque, ouais. J'avais fait un vlog au Japon parce que je bosse pour Gran Turismo, où je fais les championnats du monde, les commentaires pour les championnats du monde. D'ailleurs, voilà, c'est ce week-end, on les Tu les fais sur ES1, c'est ça? Non, c'est pour Gran Turismo. Ok. Donc vraiment avec Polyphonie Digital, avec les équipes, donc c'est un truc de ouf. À la fin de saison, t'es à Tokyo chez Polyphonie Digital à faire la fête, au milieu des trophées meilleur jeu 99. Tu te dis mais où est-ce qu'on est? Et donc la première année, deuxième, je sais plus. On va à Tokyo et je me dis, je fais un vlog, je pars de chez moi jusqu'au retour, je filme tout. Tu montres tout. Et je me casse la voix à Tokyo. Et donc du coup, t'as tout le début où je m'éclate et tout, on rigole et tout ça. Et puis là, je sors de cast le premier jour de commentaires et je me casse la voix. Et là, mon vlog, il change de tête. Quand tu me vois, je tire la gueule, on me voit à l'hôpital parce que j'essaie de me faire soigner. Ils me disent non, on peut pas te soigner parce que c'est pas un cas où t'es pas en train de mourir. Donc du coup, bah t'attendras la France. Mais oui, je bosse avec ma voix. Du coup, j'appelle mon associé Anto qui appelle l'hôpital, la petite sœur ou la grande sœur de Michel Fugain, Claude Fugain, qui est à l'hôpital Foch. Et du coup, j'ai un rendez-vous le lundi matin 9h pour me faire des injections de cortisone pour que je puisse récupérer ma voix au plus vite. Et je suis resté 2-3 semaines avec la voix cassée. Et là, c'est une catastrophe parce que là, d'un seul coup, tu dois annuler tout ton taf. Et donc le but, c'est d'arriver à pas annuler tout, faire croire que ça va revenir dans 5 jours, mais tu sais très bien que c'est baisé, et pour à chaque fois reculer, pour arriver au dernier moment, pour revenir en studio, tu sais que tu pourras pas le faire, et puis tu dis laisse-moi 3 jours supplémentaires pour pas te faire remplacer, parce que sinon tu perds ton taf, tu perds des rôles. Qu'est-ce qui te fait perdre la voix? Le stress, le trop plein Forcé, et comme on en a parlé tout à l'heure, mon accident de moto, en fait, quand c'est à l'hôpital, ils m'ont opéré, ils ont coupé... Est-ce que c'est par erreur ou est-ce qu'ils n'avaient pas le choix? Parce que pour accéder au cervical, ils sont passés par devant et ils ont tout ouvert. Donc du coup, le nerf, il a été coupé. Et donc le temps que ça repousse et que ça se remette bien, encore aujourd'hui, j'ai 50% des cordes vocales qui sont paralysées et on a fait un travail pour que ce soit l'autre corde vocale qui vienne faire l'étanchéité. Donc du coup, si j'ai plus qu'une corde vocale qui fonctionne et pas l'autre, elle travaille 2 fois plus. Donc si je force trop, s'il y a trop de clim et que je force, et quand tu fais 3 heures de live pour Gran Turismo, que t'as un Français qui sort les doigts et qui est en train de faire premier, tu te mets à hurler, tu t'en rends pas compte, tu continues, et à la fin, clac. Et voilà. Ça pète. Donc ouais, mes cordes vocales sont ma corde vocale est très fragile. Ma corde vocale. T'imagines quand même que ça fait 30 ans qu'il bosse avec une corde vocale? Non, pas 30 ans, depuis 2003. Oui, c'est vrai, depuis l'accident. Donc ça fait 18 ans. Ouais, mais ça quand fait, même, ouais. Ça fait... Mais c'est aussi ça qui m'a donné ce petit grain que j'ai aujourd'hui que j'avais pas avant. Parce qu'avant, j'avais la voix hyper claire. Si on écoute les vieux doublages, quand je faisais les petits dinosaures, les trucs comme ça, j'avais la voix comme ça, il n'y avait rien, il n'y a pas de grain. Et c'est parce que j'ai eu cet accident que ma voix un petit peu, c'est un peu salie, et j'aime beaucoup. Quand tu es sur des grosses licences comme Marvel, que tu as fait, tu sens une pression différente, tu as des contrats de ouf, tu dois fermer ta gueule sur l'histoire, tu dois... Ouais. Et ça vaut très cher si tu dis un truc? Moi, quand j'ai dirigé donc la VF de Star Wars 8, et du coup, et là, le responsable qui s'occupe de tous les doublages d'Europe, il me dit, par contre, tel personnage qui meurt à la fin, je te le dis, si tu vas en soirée, tu vas en boîte, et que tu leaks le truc, ça se sait et que ça vient de toi, sache que tu paieras jusqu'à la fin de ta vie, que tes enfants aussi. Donc, je dis pas ça pour te mettre la pression, mais fais attention à ce que tu dis quand tu as bu un peu trop. Et tu vois, dans ce genre d'interview. Mais non, mais tu vois, c'est. Non, mais là, on est sage. Non, mais voilà. Mais tu vois, en boîte, t'es fonce parce que ça a dû leur arriver, en fait. C'est ça le truc. Évidemment que ça arrive. Et aujourd'hui, avec les réseaux, c'est. Ah, bah ouais. La pire histoire que je connaisse là-dessus, c'est sur Batman. Le mec en Espagne, il fait Batman, qui a mis sur Facebook. Ouais, donc du coup, je vous dis rien, mais ce que je peux vous dire, c'est que je fais Batman et que le film est vraiment très très bien. Remplacé, salut, au revoir. Mais non. Parce qu'il avait juste dit ça. Et il rigole pas, hein. C'est le NDA dans les doublages, c'est vraiment, ça ne blague pas, quoi. Il a perdu son job à cause de ça. Ah, ouais. Et il en fera plus jamais du coup. Pour Warner, il en fera pas d'autres, quoi. On a abordé... T'as fait une page ou pas? Non, on a abordé à peu près une demi-page. Non, mais je reviendrai avec grand plaisir. En fait, ce qui est fou chez Donald et ce qu'il faut retenir, 1, c'est le boulot, c'est-à-dire que c'est un bosseur. 2, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées. Et 3, c'est qu'il les met toutes à contribution. Ce qui fait qu'il est comédien, cascadeur, pilote, animateur, tout en fait. Fais tout ce que tu veux faire, tu le fais. L'idée, c'est que la vie, c'est un kiff qui offre des opportunités. Et en fait,
au fond, je suis un flemmard. Mais un vrai. Mais je suis un flemmard avec du courage. Pour que je puisse être un vrai flemmard à temps plein, je mets les bouchées doubles aujourd'hui. Mais ouais. Tu veux arrêter tôt ? Le plus tôt possible. C'est vrai ? Ouais. Ah, donc ça veut dire que t'as pas encore assez de côté. Ouais. T'as acheté des bitcoins ou pas ? Non, j'aurais bien aimé, j'étais trop con. Tu sais que j'ai un pote. C'est pas trop tard. Non, j'y crois pas. J'ai un pote. C'est pas trop tard. Il a fait un déménagement. Et c'était il y a très longtemps, au tout début. Et pour se faire pardonner du déménagement, son pote lui avait fourni une clé avec, je crois, 10 bitcoins dessus. Qui valait à l'époque 10 €. 10 €. Et il a perdu La base, le socle de Donald Renew, c'est le travail, c'est l'abnégation et c'est les idées. Voilà, il faut avoir des idées et aller au bout. C'est important parce que rien que dans ce qu'il propose déjà, fallait l'avoir l'idée de faire la voix de Titeuf. C'est toujours pareil avec une idée. Mais je vous jure, on s'arrête. Mais c'est toujours pareil. Une fois que le truc est fait, on se dit putain, mais oui, il fallait faire ça. Mais en fait, le truc, c'est que quand tu le fais, t'es dans le flou complet. Tu patauges dans le. Ah, mais bon, en tout cas, une voix, une idée, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut pas lâcher. Si à partir du moment où tu te bats, à un moment, ça finit forcément par payer. Il faut continuer à y croire, quoi, c'est clair. Avant qu'on se quitte, des regrets ? Des regrets de pas être venu si plus tôt, je sais, mais bon. Ouais, non, je passais un très bon moment. Non, des regrets, ma vie d'avant que je pourrais regretter où je suis peut-être allé trop loin sur la moto et qu'aujourd'hui je le paye avec des douleurs. J'ai fait le con parce qu'aujourd'hui, voilà, n'importe qui peut m'attaquer pour me dire que j'étais un délinquant routier, mais avec ce que j'ai pris et les douleurs que j'aurai tout le temps sur ça. Voilà, je suis peut-être allé un peu trop loin là-dessus, mais ça fait partie de ma vie, ça fait partie de mon passé. Mais voilà. Non, le seul truc que je regrette, c'est les bitcoins, quoi. C'est tout. Merci les amis d'avoir suivi cette petite interview avec nous, ce petit format. Ça s'appelle La Base, tous les samedis 17h30. On s'arrête en même temps que le four. C'est beau. C'est beau, c'est calé. Classe. Merci Victor Larrea. Merci François et Adrien de nous recevoir dans votre restaurant, ainsi que toute l'équipe des Marchands de Vin. 9 rue Billot ici dans le 17e. Et merci beaucoup Donald d'être venu. Avec grand plaisir. Passer un moment avec nous. Et puis santé à vous. Hein. À la vôtre. Et puis bonne émission, bonne suite des programmes comme on dit. Mais... Et puis attends. Bonne soirée à l'écoute des programmes de notre station. C'est ça. À l'époque des speakerines et tout ça. Exactement. Moi en tout cas c'était bien cool. On va voir un petit coup. Santé à la vôtre. Embrassez le Saint-Émilion et à la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Ciao. Bon week-end, salut.